En gros, on a 4 façons de faire un vaccin. Alors, les 2 premières façons sont assez classiques. C'est soit d'utiliser le virus dans son intégralité, soit c'est un virus mort, un peu comme pour le vaccin de la grippe, soit c'est un virus qui a été atténué, qui est vivant, mais qui était atténué pour être non pathogène pour l'homme au moment de la vaccination. La deuxième façon de faire le vaccin, c'est d'utiliser non pas le virus dans son entier, mais d'utiliser une partie du virus. On appelle ça l'antigène protéique. Et l'exemple, c'est la vaccination contre l'hépatite B. 2 autres nouvelles technologies sont apparues ces dernières années. La technologie de l'utilisation d'un virus qui sera le vecteur en fait, de l'antigène vaccinal. Et puis la dernière technologie qui est d'utiliser l'ARN, notamment l'ARN messager, pour transporter la séquence génétique de la protéine antigénique d'intérêt. Et c'est comme ça qu'on immunise les gens. Alors, il faut savoir que d'une part, ils ont été développés rapidement pour répondre à la crise sanitaire mondiale que nous vivons actuellement. Alors pourquoi ils ont été développés aussi rapidement? C'est pour les vaccins que nous avons à l'heure actuelle, les vaccins ARN messagers, c'est une technologie qui permet de fabriquer de façon très rapide des quantités importantes de vaccins. Et par ailleurs, la structure du vaccin ARN messager était déjà connue. Et donc il a suffi d'adapter en fait, au génome du coronavirus pour faire rapidement un vaccin. Oui, alors on a des premières données d'efficacité de ces vaccins sur ces variants, notamment sur des variants qui ont des mutations sur la protéine S, qui est la protéine qui nous sert pour nous immuniser. Et ces premières études montrent que l'efficacité dans prévention est conservée. Comme tous les vaccins contre la Covid peuvent être responsables d'effets indésirables locaux ou généraux en lien avec l'effet d'immunité induite par la vaccination. Ainsi ont été rapportées des douleurs, principalement au site de vaccination, également parfois des gonflements ou des rougeurs. Des signes généraux sont également décrits, à type surtout de fatigue, mal de tête, des douleurs musculaires ou articulaires et plus rarement des fièvres et éventuellement des troubles digestifs comme des nausées. Ces effets apparaissent habituellement dans les 3 jours qui suivent la vaccination et durent en moyenne 2 jours. Ils sont très généralement bénins. Depuis la mise sur le marché beaucoup plus large de la vaccination à travers le monde, des cas de réaction d'allergie apparaissant très rapidement après la vaccination ont été rapportés et sont très étroitement surveillés à l'heure actuelle. Ces effets peuvent survenir avec d'autres vaccins, mais à l'heure actuelle, on pense que la fréquence est peut-être plus importante avec ces vaccins à ARN. Et puis le dernier effet qui est plus particulièrement surveillé, ce sont les paralysies faciales qui ont été rapportées de façon exceptionnelle dans les essais cliniques. Actuellement, quelques cas ont été rapportés à travers le monde, mais pour l'instant, quand on rapporte le nombre de cas rapportés chez les patients vaccinés par rapport au nombre de cas qui surviennent dans la population générale non vaccinée, la différence n'est pas importante. Mais ces effets sont très étroitement surveillés par les systèmes de pharmacovigilance dans tous les pays. Dans le cadre de la campagne de vaccination actuelle, un suivi renforcé de pharmacovigilance a été mis en place par l'Agence du médicament en lien avec le réseau des 31 centres régionaux de pharmacovigilance sur tout le territoire français. Donc ce suivi renforcé, son objectif c'est quoi? C'est d'identifier les effets non attendus, non listés, non décrits dans les essais cliniques et également d'identifier les effets potentiellement graves. Donc le principe est basé sur la notification spontanée par les professionnels de santé et les patients qui font remonter à leur centre de pharmacovigilance dont ils dépendent. Par exemple, pour la Côte d'Or, c'est nous, le centre de pharmacovigilance de Bourgogne, qui recueillons ces effets indésirables, les analysons et les transmettons à l'Agence du médicament.
Ensuite, ces effets sont analysés au niveau national par des experts pharmacovigilants et discutés de façon hebdomadaire par un comité spécifique au sein de l'Agence du médicament, et une communication est faite toutes les semaines par l'Agence du médicament et mise en ligne sur son site internet. Donc dès à présent, et ce depuis le 31 décembre, chaque semaine, l'ANSM publie des informations de pharmacovigilance française. Donc ces données servent à quoi? Ces données servent à informer le public, les professionnels de santé des données de pharmacovigilance et en cas de signal de sécurité, prendre des mesures pour réduire le risque lié à cette vaccination. Et en pratique, chacun d'entre nous peut participer à ce suivi renforcé en déclarant en priorité les effets indésirables graves ou inattendus, c'est-à-dire non listés dans la notice des vaccins. Il n'est pas nécessaire d'avoir l'exhaustivité des effets indésirables. Et ainsi, il n'est pas obligé de déclarer les réactions qui ne sont pas graves et attendues, notamment les douleurs ou les petites rougeurs qui ne sont pas importantes ou une céphalée qui durait 2 jours. Parce que si ces effets ont bien été décrits dans les essais cliniques, il n'est plus nécessaire d'en faire une analyse exhaustive à ce jour. Seuls les effets graves et inattendus sont importants à être remontés en temps réel. Oui, il est tout à fait possible de se faire vacciner contre la Covid-19 si on est vacciné contre la grippe, en respectant un délai de 3 semaines entre les 2 vaccinations. Il y a 2 objectifs à cette vaccination. Le premier va être bien sûr de protéger la personne vaccinée afin d'éviter qu'elle ne développe la maladie et en particulier des formes graves de la maladie. C'est d'ailleurs sur ce critère qu'est évaluée l'efficacité du vaccin. Il y a cependant un deuxième objectif qui serait de diminuer la contagiosité des personnes vaccinées en évitant qu'elles ne deviennent porteurs saines ou porteurs asymptomatiques du virus. Effectivement, il faut continuer à respecter ces mesures barrières. En effet, comme je vous le disais tout à l'heure, l'efficacité du vaccin est mesurée sur sa capacité à protéger la personne vaccinée de la maladie. Mais nous avons encore peu de données sur le deuxième objectif du vaccin qui est diminuer la contagiosité. Cependant, les premiers éléments dont nous disposons dans la littérature, sur les essais chez l'homme et parfois chez l'animal, laissent suggérer qu'il y aurait également une efficacité du vaccin sur la transmission du virus. Pour l'instant, ces données n'étant pas assez solides et la fraction de la population vaccinée étant encore très faible, il est important de continuer à appliquer ces gestes barrières. On va dire que c'est un petit peu la même question, puisque nous ne sommes pas sûrs à l'heure actuelle que le vaccin protège de la contagiosité en fait, du virus, évite cette contagiosité du virus, il vaut mieux aussi continuer à appliquer les gestes barrières dans notre entourage familial. Si vous avez été malade il y a plus de 3 mois, vous pouvez vous faire vacciner sans souci. Ce n'est pas une obligation, l'HAS ne le recommande pas particulièrement, mais on peut le faire si on le souhaite. Alors là, on n'a pas de visibilité puisque les vaccins sont tout récents. On sait qu'on commence à avoir un petit peu d'anticorps 10 jours après la première injection. On a à peu près 70% de ces anticorps au moment de la seconde injection et 1 semaine après la seconde injection, on a tous ces anticorps. Mais la durée, pour l'instant, est en cours d'étude.